Bonjour à tous, ici Lisa Dufaux pour Radio Taïwan International. C'est l'heure de la revue Asie-Pacifique, une sélection de sujets d'actualité alternée d'émissions thématiques sur l'Asie-Pacifique. Bonjour à tous et bienvenue dans la revue Asie-Pacifique de cette semaine. Dans la revue de presse de ce mardi 31 janvier, je vous propose de revenir sur le projet de retour des Kiribati dans le Forum des îles du Pacifique, avant de nous rendre en Indonésie, où le président a présenté des excuses officielles au nom de l'État pour le rôle du gouvernement dans les violations des droits de l'homme commises au cours des décennies de dictature et jusqu'en 2003. On évoquera également la prolongation d'un décret par le président américain Joe Biden qui accorde pour 2 années supplémentaires un droit d'asile temporaire pour les ressortissants hongkongais face au recul des libertés dans la région administrative spéciale de Hong Kong. On restera en dehors de la région pour s'intéresser à la rupture entre la Suède et la China Scholarship Council après des révélations concernant un serment de loyauté au Parti communiste chinois signé par des étudiants inscrits en doctorat dans des universités suédoises. Et enfin, nous finirons notre petit tour de l'Asie-Pacifique en revenant sur un rapport récemment publié par une agence onusienne qui montre l'explosion de la production d'opium au Myanmar depuis le coup d'État. Les Kiribati ont confirmé leur intention de rejoindre le Forum des îles du Pacifique après de longues tractations et la visite dans l'archipel du nouveau Premier ministre des îles Fidji. Le bureau présidentiel des îles Kiribati a publié un communiqué hier indiquant que le président Taneti Mahamau avait décidé de rejoindre le forum après, je cite, « une réunion bilatérale positive, féconde et réussie avec le nouveau Premier ministre fidjien Sitiveni Rabuka ». Le communiqué évoque une réunion qui s'est concentrée sur les relations bilatérales, la restauration de l'unité de ce qu'on appelle la famille du Pacifique bleu, à comprendre l'ensemble des pays et territoires du Pacifique, et la coopération régionale. Les Kiribati et 4 autres pays et territoires de Micronésie avaient en effet quitté le Forum des îles du Pacifique en 2021, après l'élection d'Henri Puna au poste de secrétaire général du Forum, ce qu'ils avaient perçu comme une trahison d'un accord tacite accordant une représentation équitable entre les pays de Micronésie, de Polynésie et de Mélanésie, ces 2 derniers étant plus représentés à la tête du Forum. Les 4 autres pays ont conclu un accord de compromis l'année dernière, mais les Kiribati étaient restés sur leur position jusqu'à la visite aux Kiribati du nouveau Premier ministre élu des Fidji, Sitiveni Rabuka, une victoire diplomatique pour ce dernier, qui défend notamment une diplomatie efficace et une politique en rupture avec celle de son rival politique, l'ex-premier ministre Frank Bainimarama. En Indonésie, le président Joko Widodo a présenté des excuses publiques au nom de l'État indonésien, reconnaissant la complicité et la responsabilité de ce dernier dans les violations des droits de l'homme survenues entre le milieu des années 60 et 2003 dans l'archipel. Une période qui correspond grosso modo à celle de la dictature du président Suharto, qui a régné de 1965 suite à un coup d'État jusqu'en 1998. C'est le 2e président indonésien à reconnaître la responsabilité de l'État dans ces violences, après le président Abdurrahman Wahid, dit Gus Dur, qui avait reconnu le rôle de l'État indonésien dans la grande purge anticommuniste qui a fait au moins 500 000 morts en seulement 6 mois entre les années 1965 et 1966. Une purge qui visait à l'origine des communistes et qui avait ensuite été étendue à d'autres secteurs de la société. Ainsi, ces excuses, présentées le 11 janvier par le président Jokowi, ont donc le mérite de couvrir au total 12 types de violations des droits de l'homme au cours des dernières décennies, et notamment les émeutes anti-chinoises de Jakarta en mai 1998, lors desquelles des magasins de propriétaires indonésiens d'origine chinoise ont été attaqués et pillés de façon organisée, avec plus de 1200 morts et au moins 182 cas de viols collectifs documentés par une équipe d'enquête dirigée par le père jésuite Sandiawan Sumardi, des événements qui ont amené le 21 mai 1998 à la démission du dictateur Suharto. Les violations des droits de l'homme évoquées par le président Jokowi concernent également, entre autres, l'enlèvement d'activistes vers la fin de la dictature Suharto,
ou encore les exactions commises par l'armée indonésienne pendant la lutte contre les séparatistes d'Aceh entre 1989 et 1998, où l'armée a eu recours aux arrestations et aux détentions arbitraires, aux exécutions sommaires, aux viols et à l'exposition de corps en public afin de terroriser la population locale et de la dissuader de rejoindre l'insurrection. Le président indonésien a également promis des compensations pour les victimes et leurs familles, en affirmant que le gouvernement faisait des efforts pour restaurer les droits des victimes d'une manière juste. Cette déclaration du président, qui fait suite à la formation en 2021 d'une équipe de règlement non judiciaire de ces violations, a été accueillie avec une reconnaissance mêlée de scepticisme, de nombreuses victimes réclamant en effet de façon prioritaire la fin de l'impunité pour les auteurs, l'identification et la poursuite des responsables et une recherche des victimes portées disparues pour achever le processus de deuil de leurs proches. Le président américain Joe Biden a signé la semaine dernière la prolongation d'un décret présidentiel signé à l'origine en août 2021 qui accorde un asile temporaire aux ressortissants hongkongais suite au recul de liberté dans la région administrative spéciale de Hong Kong. Le décret, intitulé The Deferred Enforced Departure Exemptions for Hong Kong Residents, qui devait arriver à expiration le 5 février, a été prolongé pour 2 années supplémentaires. Le texte ordonnait aux autorités migratoires américaines d'accorder aux Hongkongais résidant aux États-Unis un sursis de 18 mois avant d'être sous le coup de toute obligation de quitter le territoire américain. La signature du décret avait à l'époque provoqué la colère de Pékin, qui avait dénoncé, je cite, « une grossière ingérence dans les affaires internes de la Chine ». Mais un mémorandum publié le 26 janvier 2023 par la Maison-Blanche a annoncé la prolongation et l'extension de l'éligibilité de ces droits et concernait, selon le gouvernement américain, plusieurs milliers de ressortissants hongkongais actuellement sur le sol américain. Il autorise également les Hongkongais concernés à travailler sur le sol américain, une mesure bienvenue pour les dissidents hongkongais venus aux États-Unis grâce à un visa étudiant par exemple et qui craignent d'être poursuivis à leur retour à Hong Kong. Le document publié à Washington indique que la Chine continue à éroder les droits et les libertés et rappelle l'imposition en juin 2020 de la loi de sécurité nationale ainsi que le bafouement des droits protégés par la loi fondamentale de Hong Kong et par la déclaration conjointe sino-britannique. Un journal suédois, le Dagens Nyheter, a rapporté le 13 janvier dernier que 30 étudiants chinois inscrits en doctorat dans 2 universités locales avaient signé des contrats promettant leur loyauté envers le Parti communiste chinois après leur arrivée en Suède. Les universités concernées ont réagi en rompant leurs liens avec le China Scholarship Council de Pékin. La révélation a attiré l'attention sur cette pratique qui, selon le média américain Radio Free Asia, aurait cours depuis déjà plus d'une dizaine d'années. RFA a d'ailleurs montré le contrat, dont plusieurs versions sont disponibles en ligne, qui stipule que pendant les études à l'étranger, les étudiants chinois ne doivent pas s'engager dans des activités qui pourraient nuire aux intérêts de leur pays ou à la sécurité nationale. Ce seraient ainsi des dizaines de milliers d'étudiants chinois qui auraient été contraints de signer un contrat de loyauté afin de toucher la bourse du gouvernement attribuée par le China Scholarship Council. Il est aussi demandé aux étudiants, je cite, de protéger consciencieusement l'honneur de leur patrie et de leur école et de respecter à la fois les lois de la Chine et du pays d'accueil. De plus, les étudiants doivent fournir le nom de leur garant qui contresigne le document et sont responsables de rembourser jusqu'à 30% du montant de la bourse en cas de non-respect du contrat par l'étudiant. Notons que les relations entre la Suède et la Chine sont particulièrement compliquées depuis quelques années. En décembre 2021, l'ambassadeur chinois en Suède, Kue Tsung-yo, a été renvoyé en Chine suite à des menaces et à des tentatives d'intimidation et d'influence envers les médias suédois. Le pays a également fermé en avril 2020 le dernier institut Confucius présent sur son sol en mettant en avant la pratique discutable du financement des instituts sur les campus suédois par un autre pays, en l'occurrence la Chine. Au Myanmar, la production d'opium a presque doublé en 2 ans depuis le coup d'État orchestré par la junte militaire. C'est ce que révèle un rapport de l'Office des Nations Unies contre les drogues et le crime, publié le jeudi 26 janvier. Le document indique que la production d'opium, ce latex qu'exsude le pavot somnifère et qui permet de produire l'héroïne, a littéralement explosé depuis la prise de pouvoir par la junte, effaçant ainsi, je cite, des années de progrès dans la lutte contre le trafic de drogue de 2014 à 2020.
Le rapport affirme que la surface des terres utilisées pour la culture du pavot a progressé de 33% en un an pour atteindre les 40 100 hectares en 2022 pour une production totale de 790 tonnes en 2022, soit 88% de plus qu'en 2021. Le prix moyen perçu par les agriculteurs a lui aussi connu une hausse importante, de 69% de plus qu'en 2021, avec un prix au kilo de 281 $ américains en 2022. Au total, la culture de l'opium au Myanmar représenterait ainsi, selon le rapport, quelques 2 milliards de dollars américains par an. C'était la revue Asie-Pacifique de cette semaine, présentée par Lisa Dufaux pour Radio Taïwan International. Merci de votre écoute et à la semaine prochaine.